En manchette ce soir, feu vert pour l'Observatoire national pour l'évaluation des contaminants. Québec accorde 10 millions de dollars pour la création de l'organisme. Réaction positive dans la région à la victoire des milices de Saint-Terrien. Et déclin du transport par autocar interurbain. C'est juste une question de rentabilité et de volonté politique de supporter le maintien d'un service public comme ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Annoncé en marge de la dernière autorisation ministérielle de la fonderie Horn, voilà que Québec officialise la mise en place de l'Observatoire national sur les incidences des émissions et contaminants sur la santé et l'environnement avec un investissement de 10 millions de dollars. Kimberly Hall. On a des gens de qualité, puis en plus, je regardais l'annonce de tantôt, on a de la relève aussi. Ces gens-là forment la relève, des nouveaux chercheurs et des jeunes. C'est bénéfique pour notre communauté puis pour Rouyn-Noranda. L'Observatoire national sur les incidences des émissions et contaminants sur la santé et l'environnement rassemble plusieurs experts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour élaborer, de façon détaillée, les impacts de la pollution des industries au Québec, dont la fonderie Horn. On avait longtemps dit qu'on voulait faire partie de la solution. Alors pour nous, c'était une belle marque de reconnaissance de notre expertise, mais aussi de notre capacité de gérer cet observatoire-là qui aura un lien fondamental, oui, sur les enjeux qu'on vit à Rouyn-Noranda aujourd'hui et pour le futur, mais je vous dirais pour l'ensemble de la population québécoise. C'est important de rappeler que les retombées concrètes vont s'exprimer pour les Québécois et Québécoises par l'adaptation des normes, des règlements, des lois, les mesures, les programmes. Donc, on fait de quoi pour tous ensemble, collectivement, s'améliorer pour que les émissions de contaminants, particulièrement au sein des fonderies, on essaie d'en diminuer le plus possible l'impact négatif pour la population. Un autre aspect important de ce projet est de rendre les futures recherches compréhensibles, fiables et accessibles pour toute la population. Une table de concertation et un comité scientifique sont aussi prévus pour proposer des améliorations au niveau de l'économie, la santé publique et l'hygiène industrielle. La science évolue, les besoins de la population évoluent et l'enjeu de la fonderie va continuer d'évoluer. Donc, l'Observatoire sera là pour supporter la population de Rouyn-Noranda, bien entendu, supporter la population de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'il y a des impacts sur la région, mais il y a des impacts au niveau national également. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est fier qu'un projet comme celui-ci voit enfin le jour. Quand on revient le 16 mars dernier, le gouvernement, dans l'autorisation ministérielle, avait annoncé qu'il voulait mettre en place cet observatoire-là. Et pour la population, c'est un geste très important parce que, oui, on parle de la fonderie. Et qu'est-ce que le gouvernement met en place avec les gens ici? Ça va permettre d'améliorer les processus. L'Observatoire national va se mettre en branle sous peu avec justement l'arrivée d'un nouveau directeur général au mois de janvier prochain. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Un autre investissement a été annoncé aujourd'hui, c'est celui du plus de 1,6 million de dollars afin de concrétiser plusieurs projets d'aménagement autour du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Et c'est le ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, qui en a fait l'annonce ce matin. Dernièrement, on parlait beaucoup de nettoyer le lac Ossisco, mais aujourd'hui, on confirme que plusieurs projets sont en développement pour que ce lac devienne plus attirant. Peu de précisions, par contre, ont été apportées sur les projets spécifiques entourant le montant d'argent. Mon Dieu, il va y avoir du récréo touristique, il va y avoir de l'aménagement, de la réhabilitation, de la valorisation. Les tenants et aboutissants de chacun des projets vont être définis et annoncés plus tard, mais tout ça s'inscrit dans la volonté de tout le monde de travailler ensemble, en collaboration, pour s'assurer que le lac Ossisco demeure centrale et permettre la vitalité de tout notre territoire. En politique maintenant, l'élection de l'ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie de Saint-Terrien, à titre de co-porte-parole féminine de Québec solidaire, résonne ici dans la région. Justement, Alexandre Cabana est allé aux réactions. Avec un appui d'à peine plus de 50 % des délégués de son parti, Émilise Lessard-Terrien suit les pas de Manon Massé et prend le flambeau comme co-porte-parole de Québec solidaire. Pour la préfète de Témiscamingue, c'est de bon augure de voir une femme d'ici à la tête d'une formation politique. Être co-porte-parole dans un parti politique, c'est avoir en tête l'ensemble des enjeux.
c'est positionner de façon stratégique les régions plutôt qu'un enjeu particulier. C'est une belle élection et j'ai particulièrement apprécié qu'elle ait fait une campagne positive en parlant justement de la place des régions, de l'importance des régions. Même son de cloche pour l'ancien candidat de Québec solidaire dans Abitibi-Ouest, Alexis Lapierre. Je suis vraiment content, puis en fait, c'est pas souvent que je gagne mes élections, mais en fin de semaine, je les ai gagnées. Je veux dire, c'est bien pour l'Abitibi-Témiscamingue, ça va faire un peu de diversité politique dans le paysage de la région. C'est quelque chose qu'on avait perdu là à Québec solidaire, c'est quelqu'un de région qui parle pour les régions dans les médias. Ça, on gagne ça, puis je pense que les régions en général gagnent ça. Émilise Lessard-Terrien se veut rassurante. Bien qu'elle devra remplir son nouveau rôle à l'échelle du Québec, elle compte demeurer bien présente pour les Témiscabitibiens. Je ne retrouve pas non plus mes fonctions de députée, mais bien de co-porte-parole. Mais ça va être d'influencer, en fait, la conversation collective, les politiques publiques qui vont pouvoir être adoptées. Bien sûr que je vais rester une grande alliée des luttes qui vont se mener en Abitibi-Témiscamingue et des acteurs locaux qui vont continuer de travailler pour améliorer le sort des gens de notre région. Je vais toujours être une alliée. La nouvelle co-porte-parole mentionne d'ailleurs avoir confiance d'être celle qui fera en sorte d'aider son parti à réaliser des percées hors des grands centres. Mon objectif en devenant porte-parole à Québec solidaire, c'est de ramener plus de régions au sein de Québec solidaire pour s'assurer que dans notre grand récit, dans nos propositions, les gens se reconnaissent davantage. La génération qui a ouvert les rangs, qui a fondé des paroisses, qui a ouvert des villages n'est pas si loin. Là. On a cet héritage-là très proche dans notre mémoire collective. Moi, je pense qu'il faut juste aller solliciter cette fibre-là à nouveau de fierté, de solidarité, d'esprit de communauté. Puis on va être capable de faire lever Québec solidaire dans les régions du Québec. Émilise Lessard-Terrien confirme d'ailleurs qu'elle se représentera aux prochaines élections générales du Québec, élections qui sont prévues dans 3 ans. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, vous demandez, pensez-vous que la victoire d'Émilise Lessard-Terrien aura un impact sur les enjeux de la région? Vous avez répondu non à 78%. D'ailleurs, on vous a sondé aujourd'hui à propos de sa victoire. Voici vos commentaires. Ben oui, parce que les gens d'ici, ils ont des racines, ils ont les mêmes valeurs que nous autres, puis ils se battent pour nous autres. Fait que oui, je pense que oui. Toute la planète, tous les enjeux, moi, je la trouve excellente. J'aimerais vraiment ça qu'elle ait sa place. Je sais qu'elle a déjà été au Parlement, là, fait que déjà, c'est pas pire. Hein. Elle est rendue là, c'est à cause qu'elle doit faire l'affaire. Pas sûr. Pas sûr? Qu'est-ce que tu comment il pensait à Québec solidaire, toi? T'es un coup de part, là. Ça n'a pas passé non plus la dernière fois. Mais, ça ne passera pas le prochain coup non plus, je pense pas. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous représenter, nous autres, en Abitibi. Elle peut faire la job pareil sans être élue. Oui puis non. Disons qu'elle a quand même des grandes qualités. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ben, en tout cas, je sais pas, mais on va voir avec le temps. Bon, parlons de transport. L'Institut de recherche et d'information socio-économique a dévoilé ce matin un portrait du transport interurbain par autocar qui est en déclin, notamment dans la région. Mais Kimilia, qu'est-ce qui explique réellement cette réduction de services? D'abord, Mélissa, il faut savoir qu'en 40 ans, l'offre de lignes entre les régions a énormément diminué. D'après l'étude de l'IRIS, depuis 1981, il y a eu 7 fois moins de départs d'autocars privés par semaine. Et ça ne va pas en s'améliorant puisque dans les 6 dernières années, le nombre de départs a diminué du tiers. Donc, c'est notamment le cas ici en Abitibi-Témiscamingue où il y a seulement le groupe Autobus Maheu qui offre le transport entre les villes par autocar. Et une grande partie de la région est desservie, mais d'année en année, comme l'achalandage diminue, les horaires se condensent aussi. Donc, plus tôt cet après-midi, j'ai demandé aux citoyens s'ils utilisaient le service et si l'offre était satisfaisante. Je vous laisse les entendre. Ma conjointe, elle l'utilise pour aller voir nos petits-enfants à Montréal, oui. Bien, dans le fond, c'est long. En fait, c'est long. Il y a beaucoup d'arrêts. Puis c'est quand même dispendieux, mais à cause de la montée des prix, on sait que le gaz a monté, donc c'est inévitable que les prix montent. Mais c'est surtout le temps que ça prend pour descendre. Oui, c'est bien important parce qu'à un moment donné, on vient que le transport, prendre nos véhicules, ça devient plus difficile en grande ville. Fait que pour nous, c'est bien pratique. Je fais Blainville, Val-d'Or, Val-d'Or-Barreau. Très satisfaite. Ça va bien, t'es en sécurité. Numéro 1. Il devrait en avoir plus, oui. Puis s'il y en avait plus, est-ce que ce serait un service que vous aimeriez utiliser? Non, j'arrêterais de sortir.
Et qu'Emilia, on imagine que le financement des entreprises de transport interurbain fluctue beaucoup en ce moment. Mais oui, Mélissa, il faut savoir que présentement, elles ne reçoivent pas de financement public récurrent, mis à part des fonds d'urgence qui ont été versés durant la pandémie, par exemple. Donc, les compagnies de transport qui opèrent entre les villes s'autofinancent uniquement avec la vente des billets. L'étude de l'IRIS indique donc que c'est le manque de fonds publics qui provoque la diminution de l'achalandage. Je vous laisse entendre Pierre Maheu, le président de Transport Maheu, suivi de Sébastien Lastou, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue à ce sujet. La solution passe invariablement par le financement public sur les réseaux interurbains pour assurer le maintien des liaisons régionales et stopper la perte de services. On nous met beaucoup de pression pour diminuer les gaz à effet de serre. On nous met beaucoup de pression pour que les citoyens soient décloisonnés. Décloisonnés, ça veut dire d'aller à Montréal, mais ça veut aussi vouloir dire d'aller dans les centres urbains qu'il y a des hôpitaux. On veut garder notre monde en ruralité. Maintenant, il faut que les programmes soient adaptés. Mélissa, Sébastien Lastou nous a aussi mentionné qu'il travaille présentement sur un rapport des services de transport offerts dans les différentes MRC et souhaite éventuellement pouvoir discuter des mesures à prendre avec le gouvernement. Merci, Kémilia. Sur un autre sujet maintenant, 101 raccompagnements ont été effectués à Rouyn-Noranda et à La Sarre dans le cadre du premier week-end d'opération Nez Rouge, soit 51 à Rouyn-Noranda et 50 à La Sarre. Et à travers le Québec, ce sont 1266 raccompagnements de citoyens et citoyennes qui ont été réalisés. La campagne se poursuit d'ailleurs dès le week-end prochain et les organisateurs appellent qu'il est toujours possible de s'inscrire afin de devenir bénévole. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Démystifier l'art sur notre territoire, c'est l'objectif de la Commission culturelle et du Comité consultatif de la MRC de Témiscamingue qui présente la 3e capsule vidéo de son projet. On vous explique le tout dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est au grand bonheur de la population du pôle de Sainte-Terre que se sont tenus 3 marchés publics au cours de l'été. Plus d'une quarantaine d'exposants et producteurs de la région ont été présents afin de faire découvrir leurs produits. Le comité organisateur compte bien répéter l'expérience l'an prochain et ainsi faire partie de la grande famille des marchés publics de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et on sent que le temps des fêtes commence à s'installer et justement Stéphanie Goûter à thé offre à la population son édition de Noël. Oui, Mélissa, on a décidé de poursuivre notre mission, c'est-à-dire de mettre l'avant l'achat de produits régionaux avec les boutiques qui vont ouvrir du 3 au 9 décembre prochain. On nous promet une très belle variété, encore plus grande que l'année dernière, avec au total 38 maraîchers, agrotransformateurs et transformateurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Les gens passent leurs commandes directement sur le site Goûter à thé. Et petit rappel très important pour ceux et celles de Barrault et de Lebel-sur-Quévillon, vous allez devoir le faire sur la boutique en ligne de Sainte-Terre. Par la suite, ceux et celles qui ont passé des commandes se rendent le 15 décembre au point de cueillette. C'est une très belle manière de découvrir les produits d'ici pendant le temps des fêtes. C'est une des plus belles façons de découvrir ce qu'on trouve en région. C'est quand nous-mêmes, on découvre un produit qu'on aime et ensuite qu'on dit « OK, je l'achète et je l'amène chez des amis ou dans la famille et je le fais découvrir, je le fais goûter. » Retrouver par exemple le Carino Gâteau qui va offrir des pâtés évidemment maison, des bûches de Noël vraiment fancy avec des saveurs délicieuses. On va retrouver l'Éden Rouge qui offre des sauces piquantes, des salsas, donc légumes, pâtés, charcuterie. Si on n'aime pas cuisiner, ben on est servi aussi parce qu'il va y avoir vraiment plein de trucs délicieux là, qu'on peut acheter tel quel et qu'on va pouvoir servir là, à nos invités pendant le temps des fêtes. En tout cas, ça donne envie, mais sinon Stéphanie, la commission culturelle, le comité consultatif de la MRC de Témiscamingue a présenté sa 3e capsule vidéo.
Oui, c'est dans le but de démystifier l'art sur notre territoire en mettant de l'avant des artistes témiscabitibiens. C'est le cas de la 3e capsule avec en vedette Émilie B. Côté qui a décidé tout simplement de s'intéresser à la relation, de l'homme avec son territoire. Elle mélange des matériaux comme le plâtre et le béton pour ensuite ajouter des éléments de la nature. C'est vraiment une très belle manière de mettre en lumière les arts visuels. C'est intéressant, je pense, de voir ce processus-là qui est parsemé de doutes, de petites victoires, de petites défaites, de questionnements. Puis je pense que ça démocratise aussi, ça démystifie le processus en art visuel. Peut-être que les arts visuels est une forme d'expression qui mérite un peu plus d'explications, peut-être pour les gens qui ne se permettent pas d'apprécier ou de ne pas aimer une œuvre d'art. On a l'impression qu'on doit connaître les arts visuels pour apprécier une œuvre dans un centre d'exposition, alors que les arts visuels, c'est vraiment fait pour créer des émotions chez les gens, pour stimuler la réflexion. Et pour terminer, une grande chanteuse s'amène par chez nous si je vous chante « Les soirs de Scotch m'enchantent ». Oui, je devrais me calmer, mais je l'adore. Luce Dufault s'amène du côté d'Amos au Théâtre des Escarres pour nous présenter son dernier album, Dire combien je t'aime. Elle prendra la route par la suite mercredi et jeudi pour Val-d'Or et Ville-Marie. Je vous souhaite à tous un très bon spectacle. Très belle voix. Merci Stéphanie. Merci. Les karatékas du club Karaté-Do de Val-d'Or, Amos et La Corne se démarquent. Une compétition régionale avait lieu à Maniwaki ce week-end. On vous dévoile leur score après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et ce sont 10 karatékas du club Karaté-Do de Val-d'Or, Amos et La Corne qui ont pris part à la compétition régionale de Maniwaki. Le dojo a récolté plusieurs médailles et qualifie sa fin de semaine de grand succès. Yoann Carrière a les détails. Le club Karaté-Do de Val-d'Or, Amos et La Corne revient de la compétition régionale de Maniwaki en champion. Au total, les 10 karatékas de la région ont récolté 8 médailles d'or. Mais outre les résultats, c'est surtout la progression de ces athlètes que le sensei Kent Ouellet a tenu à souligner. J'ai des élèves que là-dedans, que justement, c'est juste de finir une compétition avec le stress de même si j'ai pas gagné, bien, j'ai pas pleuré, j'ai pas... Fait que, tu sais, la compétition, ça fait pas juste faire donner des médailles, confiance en soi. Des fois, c'est justement, tu sais, comme je disais, un des élèves, toi, aujourd'hui, tu es venu. Les autres du club ne sont pas venus. Fait que c'est juste vraiment, en même temps, c'est un gros travail de confiance en soi là, que ça donne. Fait que c'est pour ça, des fois, le step-up, c'est pas juste niveau compétitif, c'est au niveau de la personne aussi, là, des fois, que ça l'aide beaucoup. Là. Sur une note personnelle, sensei Ouellet a lui-même pris part à la compétition, une première pour lui depuis plusieurs années. Avec une médaille d'or en kata et une autre en combat, son retour pouvait difficilement mieux se passer. Ça fait comme 7 ans que j'avais arrêté de faire de la compétition. J'ai recommencé un petit peu l'année passée juste pour me réchauffer. Puis cette année, là, avec les jeunes, j'ai décidé, là, tant qu'à leur montrer, j'ai dit « Go, on embarque all-in, puis on leur montre là, le savoir-faire, là, le visuel, mettre le pratique en action. » Moi, je dis c'est les jeunes, c'est vraiment les jeunes, moi, qui me donnent la flamme, qui me donnent le boost pour aller plus loin puis leur montrer là, jusqu'où qu'on peut aller. Parce que la dernière fois, j'ai eu une aussi belle gang que ça. Je me suis ramassé au championnat du monde en Irlande en 2009. Outre la préparation des athlètes en vue des compétitions provinciales et des finales régionales des Jeux du Québec, le club Karaté-Do souhaite continuer le développement du sport dans la région. Un plan qui passe notamment par l'organisation d'un circuit de compétition en Abitibi-Témiscamingue. Pour le club, c'est vraiment de remettre l'Abitibi sur la map au niveau des compétitions, puis être en mesure aussi d'apporter des gens de l'extérieur en compétition ici. Et en même temps, c'est ça, on veut refaire un réseau de ces compétitions en région. Fait que ça va donner justement la chance pour les autres clubs qui n'ont peut-être pas les chances de sortir, de pouvoir sortir, de pouvoir justement de pas être obligé de sortir de la région pour rester ici pour faire de la compétition. Les karatékas du club Karaté-Do seront de retour en action dès la fin de semaine prochaine à Montréal dans le cadre de la Coupe Québec. Une compétition régionale est également prévue le 9 décembre à Amos. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Toujours dans les arts martiaux, le judo était à l'honneur cette fin de semaine à Val-d'Or. Ce samedi 25 novembre se tenait la compétition régionale du club Juvaldo au centre multisport Fournier. Et ce sont 70 participants représentant les clubs de Ville-Marie, Lassar, Rouyn-Noranda, Le Bel-sur-Quivillon, mais aussi Val-d'Or qui ont participé à l'événement. Le club Juvaldo de Val-d'Or s'est distingué avec 30 médaillés, suivis dans l'ordre par Rouyn-Noranda 15, Ville-Marie 10, Le Bel-sur-Quivillon 8 et Lassar avec une médaille. On se tourne dans le monde du hockey maintenant. Les Forestiers d'Amos ont remporté leurs 2 duels contre le Blizzard du Séminaire Saint-François ce week-end, qui est d'ailleurs la première équipe du classement de la Ligue M18 AAA. Les hommes de Sean Lanoux ont d'abord bien commencé la fin de semaine avec une victoire de 3-1. Et de retour à l'action samedi, les Forestiers ont récidivé et ont conclu leur soirée de travail avec une victoire de 4-3. Jean-Simon Marcil a réalisé 20 et 21 arrêts lors des 2 matchs. Le défenseur Émeric Carbonneau s'est pour sa part démarqué avec 3 points durant la fin de semaine. Dans la LHMQ, malgré de bonnes performances, les Foreurs de Val-d'Or ont été blanchis à 2 reprises en 3 matchs dans les Maritimes. Le Vert et Or s'est d'abord incliné 5-0 vendredi soir à Acadie Bathurst contre le Titan. De retour à l'action samedi, les Foreurs ont joué les troubles fêtes en l'emportant 3-2 contre les Highlanders à Charlottetown. Dimanche, malgré un match qui se voulait serré contre les Sea Dogs de Saint-Jean, les hommes de Maxime Desruisseaux ont essuyé un cuisant revers de 6-0. Du côté des Huskies, ils reviennent des Maritimes avec 2 points sur une possibilité de 6. Le premier affrontement de leur périple s'est amorcé vendredi à Moncton. Et malgré un match serré, la Meute s'est inclinée 6-5 contre les Wildcats. Les hommes de Martin Dagenet se sont quand même rattrapés samedi en ne faisant qu'une bouchée des Sea Dogs de Saint-Jean. Le match s'est conclu par la marque de 4-0 en faveur des visiteurs. Et dimanche, les Huskies auraient bien aimé finir sur une bonne note, mais ils se sont toutefois inclinés 6-2 contre le Titan à Acadie Bathurst. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on le voit, mais on s'attend à de la neige pour les prochains jours. Oui, Dame Nature est après nous préparer un beau tapis blanc pour le temps des fêtes. En ce qui adresse ce soir et cette nuit pour l'ensemble des secteurs, on a de la neige avec un minimum de moins 11 degrés. Demain, on peut s'attendre à avoir de la neige également, maximum de moins 6 pour l'Abitibi-Témiscamingue. La neige devrait cesser pour le Témiscamingue autour de l'après-midi. On a alternance de soleil et de nuages par la suite avec des rafales à 50. Attachez bien le tempo, c'est bien important. Un aperçu maintenant pour mercredi en Abitibi et au Témiscamingue. C'est de la neige intermittente avec un maximum de moins 2 degrés. Donc, on part en force pour ceux et celles qui adorent les jeux d'hiver. Ça, c'est certain. Merci, Stéphanie. Et merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à demain.